Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur cette After the Race spéciale Qatar. Ce soir, on est en compagnie de deux personnes, dont une personne, si vous étiez là auparavant, vous connaissez déjà. Je nomme Fabrice. Bonsoir Fabrice. Bonsoir Willy, Tu vas bien? ça va très bien. Bon. Évidemment, pour accompagner Fabrice, et ce serait pas un live sans Adeline, on accueille Adeline. Bonsoir. Coucou, coucou. Ça va, Fabrice? Bonsoir Adeline. Bon, on va être parti pour une vidéo d'une demi-heure environ. Donc évidemment, on va retracer certains aspects, dont certains qui sont assez chauds parce que le championnat constructeur et le championnat pilote sont plus que jamais échangés. Donc là, ça va être très intéressant. Et sur un circuit qui faisait sa première apparition, qu'on reverra évidemment pas l'année prochaine, mais en 2023. Donc c'est parti pour le sommaire parce que là on va se régaler. Donc en avant, on va reparler de Red Bull et Mercedes, le duel à distance, parce que là effectivement même en qualif ils étaient assez difficiles à atteindre. Losail, pas de pitié pour les pneus. Alors ça c'est une thématique qui est venue comme ça parce que évidemment on s'est pas attendu à une telle usure des pneumatiques, surtout venant des écuries phares, hein, comme Mercedes par exemple. Et évidemment, Fernando Alonso à la fête, parce que lui, il nous a régalé aussi. On n'oubliera pas Pierre Gasly, parce que lui, pour le coup, il nous a aussi régalé sur la qualif. Malheureusement, justement, on va en parler sur l'aspect course, parce que là, c'est pas passé comme prévu. Mais avant ça, la qualif. Donc la qualif où Lewis a été littéralement magistral. Je vois pas d'autres mots. On a justement, on en parlait juste avant, Pierre Gasly qui a fait une très belle qualif aussi. Max Verstappen et Valtteri Bottas, eux, ils ont été pénalisés pour le non-respect des drapeaux jaunes causés par Pierre Gasly. En bref, je vais vous poser cette première question. Je vais commencer par Aline, hein, honneur évidemment aux dames. Euh, Quel est le pilote qui t'a le plus impressionné vis-à-vis de ses qualifs? Pierre Gasly. Ok. Pierre Gasly et ouais, bien sûr aussi Lewis qui nous a fait un chrono qui sort de notre monde. Parce qu'il avait 4 dixièmes d'avance sur Verstappen avant que le chrono saute. C'est quand même... Voilà, après évidemment ça a changé parce que c'est revenu aux autres chronos. Mais 4 dixièmes, il y avait une certaine prémisse de la problématique qu'on va aborder sur la course. Et toi Fabrice, du coup, t'as une petite idée de qui t'a impressionné vraiment sur cette qualif? Sur les qualifs, c'est clairement Hamilton parce qu'il assomme un petit peu Verstappen sur le duel. Hein. Être bien placé, c'était important. Sachant qu'il n'avait pas le moteur neuf qu'il avait à Interlagos. C'est pas mal avec un vieux moteur d'aller battre le Honda de Verstappen. Et puis sinon, Gasly, on l'a déjà vu plusieurs fois haut en qualif sur la grille cette saison. C'est un coutumier du fait, donc c'est pas tellement lui qui m'a impressionné, c'est plus Alonso, parce que l'Alpine, d'habitude, on le trouve plutôt 9e, 10e sur la grille de départ. Quand c'est pas 12e, parce que des fois, c'est pas toujours des circuits qui lui conviennent à l'Alpine. Mais là, c'était vraiment impressionnant de le voir 5e en qualif, 3e sur la grille grâce aux pénalités. Mais c'est plus, Alonso et même Ocon aussi, puisqu'il était aussi dans le top 10. Mais surtout Lewis, évidemment. Bon, en tout cas, on a eu aussi une remarque qui n'est pas des moindres, c'est la position de Sergio Pérez qui s'était fait éliminer. Ça, c'est un des bémols, on va dire, de la qualif. Avoir une Red Bull éliminée en Q2, ça fait mal. Évidemment, après, sur la course, on pourra y revenir un petit peu. Mais ça, c'était pas bon signe pour Red Bull. Et heureusement, la tendance s'est inversée un peu, donc justement, on va passer sur la course. Donc en avant, là, on va reparler du départ magistral
de Lewis, parce que finalement il s'est très bien débrouillé. Avec des gommes médiums, il aurait pu clairement ne pas avoir le grip nécessaire pour être vraiment bien devant, parce que derrière on a deux Lascar qui étaient en tendre. Donc là, on avait une belle bataille. Et qui venait derrière? Hein? Qui est arrivé là sur la 4ème position? Bah Max Verstappen, et je vais déjà les troubles faits. Donc justement, on va reparler de cette bataille parce que là c'est quelque chose, la bataille Red Bull Mercedes au Qatar. Parce que là, on est quand même sur une problématique qui est pas des moindres, c'est obtenir la vitesse, garder le rythme, pas bousiller les pneus. Parce que justement, on va revenir sur les pneus après. Donc, déjà, ça commence à faire beaucoup de strates. Et bien justement, il y a une première question qui me vient comme ça. Donc, vis-à-vis de la qualif, Lewis est devant. Ça, on est d'accord. Il n'y a pas de souci. Et pour Max Verstappen, parce qu'il s'est quand même immiscé. Là, comme ça, en P4 au bout de quelques centaines de mètres. Qu'est-ce qu'on peut redire de Max Verstappen sur ne serait-ce que le départ? Adeline, je te laisse la parole là-bas. Ah bah là, ce que je peux dire, c'est qu'il était vraiment déterminé à remonter, quoi. Hein. Je pense que le coup de la pénalité, ça lui a mis un coup dans son ego et vraiment déterminé et propre, très propre. Donc, pour rappel sur les pénalités, 5 places pour Max et 3 pardon pour Valtteri. Donc forcément ça change la donne aussi parce que t'as pas les mêmes derrière. Donc Lewis lui était un peu plus... Mais même si les gommes étaient pas à son avantage, t'es un peu plus tranquille. Mais justement toi Fabrice, qu'est-ce que tu en retiens de ce qui s'est passé avec Max Verstappen au départ? Moi, je retiens heureusement que pour Lewis, Verstappen partait 7ème, parce qu'avec le départ canon qu'il fait, il était en tête au premier virage. Et ça, c'était clairement... alors peut-être que en partant 2e, il aurait peut-être pas fait le même départ qu'il a fait là, parce que on a bien vu quand même que Gasly était moins bien parti, Norris était moins bien parti aussi, mais le côté qui était supposé d'ailleurs celui gommé par le passage des F1 en essai, en qualif et en libre, paraissait théoriquement le plus rapide. C'était pas forcément le cas. Donc partir premier, 3e, 5e, 7e était peut-être pas si mauvais que ça. Mais heureusement pour Lewis que Max partait loin, parce que avec le départ qu'il fait, sachant que pendant toute la course, ils ont été entre 6 et 8 secondes d'écart, pas plus, l'importance d'être devant était primordiale pour Lewis. Alors après justement, il y a deux aspects dans cette course. Il y a la bataille Max Verstappen-Lewis et il y a aussi la bataille, donc ça c'est important, c'est la remontée de Sergio Pérez face du coup à Bottas, parce que finalement ils luttaient eux aussi de leur côté. Donc on a la remontée d'un côté, Max Verstappen qui s'immisce rapidement dans les premiers tours à être à quelques secondes, parce que oui il avait perdu à peu près 4 secondes avant d'avoir vraiment le champ libre, donc forcément ça aide pas pour essayer de le rattraper vraiment, mais derrière Sergio Pérez lui fait le taf, alors que à l'inverse on a Valtteri Bottas qui passe P11, il perd tout dans les premiers tours, il perd tout. Au point d'énerver Toto Wolff, qui a été obligé de prendre lui-même la parole pour aller sermonner un peu Valtteri, pour le secouer un peu, parce qu'il n'arrivait pas à passer l'Aston Martin, je crois, de Vettel. Et Tsunoda. Tsunoda, oui. Il faut un peu. Il a fallu que Toto Wolff se fâche. Ça, c'est pas commun, surtout quand on sait que tout le monde a accès aux radios et que ça passe après sur les télés. Bon, il a fallu que Valtteri se mette un petit coup de pied au cul pour se bouger, parce que sinon il aurait fini là où il était au moment après le départ, quoi. Par contre, effectivement, la remontée de Pérez, et on en parlera sûrement plus tard, mais la stratégie des 2 arrêts était sûrement pas la meilleure. On l'a vu avec notamment les Alpines. Un arrêt était bien meilleur que 2, on en parlera plus tard, mais la stratégie à 2 arrêts était certainement pas la meilleure, et Pérez a malgré tout fini à 2 secondes d'Alonso avec une stratégie pas la meilleure. Donc
la remontée, sachant qu'en plus, après le premier arrêt, il était reparti dans le trafic. Les 2 remontées qu'il a fait, après chacun de ses arrêts, sont quand même à noter. Et je pense qu'il lui, il a fait le boulot. Bottas n'a pas eu de chance non plus. Hein, la crevaison, c'est pas forcément de sa faute. On en parlera aussi parce que on en parlait de l'usure des pneus, mais je suis pas sûr non plus que ce soit que l'usure des pneus. J'ai plus l'impression que l'un des vibreurs, parce que 3 des 4 incidents ont lieu au même endroit. J'ai plus l'impression que ça vient d'un vibreur, mais on en parlera plus tard. Mais justement, toi Adeline, sur parce qu'il y a quand même Yuki qui est spécialiste en pour Mercedes de garder une Mercedes derrière. Donc ça c'est quand même toujours assez amusant. Et vis-à-vis de la Red Bull derrière qui remonte comme une fusée, on se dit Valtteri il était sur une autre planète, il était plus dans la course quoi. C'est hallucinant. Et cette bataille-là entre Red Bull et Mercedes, bah, on va en reparler à la toute fin de cette vidéo. Bah, l'écart, il s'en ressent aussi au championnat constructeur. Évidemment, il y aura eu Monza, on en parlait tout à l'heure en off, Fabrice. Il y a Monza, il y a Silverstone. Ces 2 GP-là, tu les enlèves, bah forcément l'issue elle peut être un peu différente. Mais on va pas scier du bois ce soir. Donc, du coup, c'est pas le moment de repartir là-dessus, mais voilà, on sait que le championnat est tel quel, mais il est quand même incroyable. Valtteri, il ne s'en sort pas. On ne sort pas et après le sermon de Toto, il s'est un peu réveillé. Il aurait pu décrocher la 3e place, le 4e à la rigueur. Malheureusement, après la crevaison qui a un peu gêné tout ça et l'abandon aussi par la suite. Hein. Donc, le serment, il est remonté, il était dans le coup après, mais c'est vrai que le départ, il a été un peu bidon. Parce que pour le coup, Valtteri, lui, il est quand même sur une dynamique où la qualif, ça lui va plutôt bien. Plutôt bien. Et ensuite, il s'écroule, quoi. Donc, c'est vrai que là-dessus, c'est un petit peu dommage. Donc, bon, on va reparler justement de cette partie qui va être plus gênante pour lui. Parce que ça l'a impacté directement. C'est l'usure soit prématurée, mais justement je vais en reparler parce qu'il y a 2 petits points, 2 petites nuances à avoir, soit on va dire effectivement une usure bête et méchante et ils sont allés trop loin. Donc ça c'est ce qu'on va aborder tout de suite parce que pour le coup ça lui a coûté très cher. Autant il avait réussi à remonter un petit peu parce que justement il a tapé dans les pneumatiques, donc ça c'est la partie vraiment où les pneus sont bons, sont ok. Sauf que on a plus cette même dynamique avec pour le coup Valtteri Bottas qui cravache, mais derrière il a fait un nombre de tours bien supérieur à ce qui était prévu par Pirelli. Et donc il a cravaché et on a un potentiel doute sur les vibreurs parce que apparemment c'était souvent sur les vibreurs que ça cassait, que ça crevait le pneu. Virage 15 apparemment. Parce qu'on a George Russell, on a Latifi, on a Lando Norris, mais lui c'est arrivé à temps. Voilà, enfin, je veux dire, au moment, ça commençait à faire beaucoup. Donc voilà, normalement, Pirelli, pour faire simple, c'était 23 tours à peu près avant de rentrer. Bottas il en a fait 33. Forcément, ça change la donne. Donc justement, toi Adeline, qu'est-ce que tu en as pensé de ce tracé et finalement de cette usure, parce que c'est quand même assez étrange. Ce tracé, moi, je l'ai trouvé vraiment très bien. C'est un régal de voir ces voitures rouler dessus. Cette usure, j'ai trouvé que l'usure, c'était un peu similaire à Bakou, avec une usure un peu précoce pour certains. Pas pour Bottas, parce qu'il a tiré quand même sur sa gomme un peu trop longtemps. Mais au niveau de l'usure, ouais, ça m'a fait penser à Bakou. Et c'est vrai que ces vibreurs diamants qu'il y a sur le côté des vibreurs rouges et blancs, c'est très piégeux pour tout le monde. Et parce que après, évidemment, on s'en souviendra aussi. Heureusement, ça n'a pas causé plus de tort à Pierre en qualif,
Mais son dernier tour de qualif, il était terminé parce que Vibreur pris trop fort, et surtout sur la partie où ça abîme les fonds plats et en l'occurrence l'aileron, et ça a mis fin à son tour. D'où les pénalités de Max, de Valtteri et la potentielle qui n'a pas eu de Carlos Sainz. Donc c'est pour ça c'est assez bizarre. Donc là on a beaucoup de d'inconnus parce que ce circuit c'est la première fois qu'il était fait en F1. Évidemment 2004 quand même, c'est pas tout jeune. Mais toi Fabrice, tu retiens quoi de ce tracé et de l'usure des pneus, parce qu'elle était quand même assez étrange. C'est un tracé plutôt sympa. On a eu beaucoup de dépassements. On a eu énormément de voitures qui se suivaient et même parfois 3 ou 4 de front. C'est quand même pas commun. Et on a eu un dépassement qui est passé un peu inaperçu avec 3 voitures de front quand Pérez, je crois, a pris l'aspiration pour dépasser Stroll et Tsunoda, je crois, ils étaient trois de front et c'était plutôt spectaculaire, un de chaque côté. L'un prenant la spie sur l'autre et avec le DRS ça aide aussi, mais c'était assez spectaculaire. Le circuit plutôt sympa. Effectivement, si c'est les vibreurs, on va le savoir un peu plus tard certainement, mais si c'est les vibreurs qui sont en question, c'est un peu gênant pour un Grand Prix de Formule 1, et c'est pas la première fois que c'est déjà arrivé par le passé, d'avoir des vibreurs qui occasionnent des crevaisons. Mais je suis pas sûr qu'il faille forcément mettre Pirelli en cause. Après, forcément, il y a des pilotes comme Bottas qui ont rallongé excessivement leur relais, mais c'est aussi le cas d'Alonso, par exemple, qui a fait énormément de tours sur sa gomme rouille en plus au départ, Stroll aussi, je crois, qui a rallongé énormément son premier relais, et ça a payé parce que fallait rester en piste. On l'a vu avec Gasly, repartir dans le trafic, avoir beaucoup de mal à doubler des pilotes plus lents. C'était pas la bonne stratégie, encore moins de faire 2 arrêts. Donc aujourd'hui, le Grand Prix était pas le meilleur de l'année, mais plutôt un circuit qui peut être plaisant et des stratégies plutôt variées. Et même s'il y en a une qui était clairement meilleure aujourd'hui, c'est bien d'avoir un peu de variété dans les stratégies. Donc après, évidemment, on a un autre pilote qui s'est bien illustré, mais bon, allez, s'il y a un dépassement qui vous a marqué, parce qu'il y en a quand même eu pas mal, mine de rien, que ce soit au DRS ou au forceps, parce qu'il y a quand même eu des petites batailles assez musclées, hein, même avec des Alfa Romeo aussi derrière, hein, voilà, c'était pas non plus inintéressant. Alors évidemment, c'est pas dans les points, hein, mais bon, c'est comme ça. Donc ce circuit il offre des possibilités sympas, et j'ose espérer qu'en 2023 avec les nouvelles réglementations on aura des choses encore plus intéressantes. Donc justement, allez, ce petit kiff là, un dépassement, je te demande Aline, lequel t'a marqué le plus, que ça peut être au tout début avec Max, hein, tout simplement, qui prend le départ comme un brick. Là, comme ça, j'en ai pas une qui me revient là de suite. Je suis en train de réfléchir justement celui qui m'a plus marqué. Ok, bon allez, je demande à Fabrice Ne comme ça. passe à Fabrice. Moi, c'est celui que je mentionnais là tout de suite. Je crois que c'est Pérez qui va amorcer un dépassement sur Stroll ou Vettel, et il y a Tsunoda qui est le dindon de la farce, qui lui se fait avoir par les deux. Je crois que c'est eux, mais c'était assez impressionnant. Ça rappelait un fameux déplacement avec Zonta, Villeneuve à l'époque, ça date de quelques années, où ils étaient 3 de front à Spa, je crois. Et là, c'était vraiment impressionnant. Mais effectivement, l'alpha de Kimi avec Russell, c'était costaud aussi. Et puis les remontées de Pérez avec énormément de dépassements, c'était sympa aussi. Après, non, le circuit avait l'air d'être... D'ailleurs, je crois que les équipes elles-mêmes étaient un peu surprises, mais ça se comprend, elles partaient un peu dans l'inconnu, en n'ayant pas de repères sur ce circuit. Après, ça peut présager de beaux grands prix à l'avenir. C'est un circuit où il faut revenir. C'est spectaculaire, c'est sympa. On peut avoir de belles courses. Bon. Mais sans ces vibreurs diamants, ça serait bien. Ouais, mais bon, alors...
la problématique, c'est que t'as le besoin pour la MotoGP et t'as le besoin pour la F1. Donc à un moment, faut Oui, je trancher. sais. Mais il y a Oui, un... mais comme les GP, généralement, le MotoGP se fait en début de saison, si le GP de la Formule 1 se fait après et qu'il y a des possibilités d'aménagement du circuit, c'est top. Après, je sais pas Parce que s'il le le ferait circuit chaque de année. Doha, Ça voilà, serait avec le peut-être pas circuit de Doha, le concevable. MotoGP se fait vraiment en début de saison, au mois de mars. Donc, Mm. il y a possibilité de faire quelque chose, quand même. Mais en tout cas, Donc, ça arrange tout le monde, il a tout pour plaire ce circuit parce que mine de rien, très clairement. il y Ouais. a pas mal de gravier. Donc au niveau sécu, ça évite des choses avec trop de bitume, machin. Il y a des zones assez piégeuses, hein, parce que bah, les vibreurs, tu les prends trop large, tu pètes des pièces. Voilà, c'est quand même des aspects où bah, on incite aussi les pilotes à rester sur la piste. Donc finalement, t'as pas eu d'alerte pour attention les limites de piste. Donc finalement, ce circuit, il a du bon. Hein. Après, on verra sur les autres années. Enfin bon. On peut se demander pourquoi on n'y a pas été plus tôt, hein, puisque la moto y est depuis 2004. Je me souviens qu'en 2008-2009, c'était Bernie à l'époque, il avait évoqué la possibilité d'aller au Qatar déjà à l'époque, et ça s'était pas fait parce qu'il y avait beaucoup d'autres pays qui postulaient, et il y avait notamment le Vietnam, la Corée, des pays exotiques, en tout cas nouveaux, où il y avait des choix à faire. Mais on avait failli aller au Qatar il y a déjà quelques années, et puis bah, ça s'est pas fait comme ça, mais on n'est pas mécontent de ce Grand Prix malgré tout. Hein. Bon, on va reparler d'un certain Fernando Alonso. Lui, clairement, bah il a assuré. Voilà, on va le résumer pas trop brièvement non plus parce qu'il a quand même un podium qui s'est commencé à faire un peu loin. Donc on va parler de Fernando Alonso parce que là lui, littéralement, il est à son premier podium avec l'Alpine déjà. Voilà. Et podium qui n'était pas arrivé depuis la Hongrie en 2014. Hongrie quoi. Là, je pense qu'on est clairement dans une autre dimension. Là, c'est hallucinant. On est quand même rendu avec une équipe qui est pas vraiment au meilleur de sa forme, parce que bon, bah, mine de rien, on a plus souvent vu la Scuderia ou McLaren bien réussir, être plus régulière, mais bah finalement, il y a des coups d'éclat comme ça chez Alpine. Et là, bah, voilà, qu'est-ce que, en quelques mots, qu'est-ce qu'on peut redire de la perf de Fernando, Adeline? Bah, très propre, déterminé aussi. Et le fait qu'il reparte au final P3 au lieu de P5, ça lui a donné, je pense, une envie supplémentaire à aller chercher ce podium. Et puis après, avec le travail d'équipe avec Ocon, il était parfait. Voilà. Oui, il y a beaucoup de réussite dans le sens où il y a les pénalités, il y a Bottas qui crève, il y a Pérez qui fait une mauvaise stratégie, plus les dépassements pas toujours simples, mais bon, ça fait un petit peu comme la victoire d'Ocon, c'est quand tout roule pour l'écurie, ça marche, ça rapporte des gros points, ça paye. Et alors c'est un peu surprenant parce que c'est un peu, je les compare un peu à Aston Martin sur certains grands prix. Ils sont capables d'être 12e ou 14e à la régulière et d'aller faire une 4e ou une 5e place quasi à la régulière. Bon, là aujourd'hui, il y avait des circonstances clairement. Bon, peut-être aussi que Pérez à la régulière aurait passé sans la safety car, la virtual safety car à la fin. Mais bon, il est là, il a fait sa course. L'Alpine marchait très bien, on l'a vu tout le week-end, hein, c'est pas que aujourd'hui. Bon, bah, là, c'est tout ce que Gasly et AlphaTauri n'ont pas réussi, par exemple. Plus la bonne stratégie et ça paye. Tant mieux pour Alpine. Et ce soir, je pense qu'on est heureux du côté de chez Alpine, et à Dieppe notamment, pas très loin de chez moi. On peut être très heureux du résultat des athlètes aujourd'hui.
Fernando Alonso, lui, il a quand même une certaine rythmique que n'ont pas eu d'autres pilotes, parce que bah là, pour le coup, il démarre P3, il finit P3. On a quand même là-dessus, Fabrice, il a réussi à passer un petit peu au travers des mailles du filet, parce que on n'attendait pas nécessairement qu'il tienne le rythme. C'est parce que justement les strats étaient différentes, on en parlait juste avant. C'est aussi pour Donc ça que je ne mettrais pas forcément moi pilote du jour, parce qu'il part troisième, il finit troisième. Bon, il a des circonstances aussi qui sont favorables, mais la remontée, les deux remontées de Pérez me paraissaient un petit peu plus euh, intéressantes, passionnantes à suivre. Alors forcément, il y a une Red Bull et pas une Alpine, mais spectaculairement parlant, Pérez me paraissait être le pilote du jour pour la course. Autant Alonso pour les qualifs était à mon avis la perf d'hier, de samedi, des qualifs. Mais autant pour la course, il me semble que la remontée de Pérez était assimilée quand même. Ainsi que la belle course de Stroll. Ouais. Oui. Mais d'ailleurs, les Aston n'étaient pas nécessairement à la fête, hein, parce que bon, Sébastien Vettel, lui, il finit là où il a commencé aussi, finalement, en P10. Voilà, c'est pas Et un 11. Vettel? Non, Et, et non, 11 puisque c'est Norris qui est dixième. non, c'est Norris c'est 9. Enfin, justement, on va en parler après. Oui, oui. T'inquiète pas, on va remettre de l'ordre dans les... Parce que c'est vrai que c'est un peu confus entre les pénalités, les qualifs. Voilà. Bon, Ouais, là, il n'y en a pas eu au niveau de la course, mais t'inquiète pas, on va en reparler juste après. Donc, aussi, je sais que tu souhaitais parler de Guan Yu Zhou. Parce que Guan Yu Zhou, lui, il s'est fait sa petite place en F1, ça y est. Donc, premier pilote chinois en F1 chez Alfa Romeo, donc ce sera aux côtés de Valtteri Bottas. Là, c'est la nouvelle qu'on a eue cette semaine, donc c'est quand même assez intéressant. Qu'est-ce qu'on pourrait en redire là-dessus, Fabrice? Bah, moi, ce que je retiens surtout, c'est que le plateau pour le 2022 est complet. Et ça, c'est jamais arrivé dans l'histoire de la Formule 1 que à 3 courses de la fin, le plateau soit complet pour l'année d'après. Ça, c'est important. Il n'y a plus de place à prendre. Il y a plus de tout est bouqué. Même dans les petites écuries, on s'attend toujours. Je me souviens de l'époque de Minardi, de Caterham. On avait des pilotes qui étaient désignés quelquefois 15 jours avant le départ du premier Grand Prix. Selon parfois les valises et les monnaies sonnantes et trébuchantes qui pouvaient être amenées par les sponsors. Là, tout est complet pour l'année prochaine. Alors Zhou, en soi, c'est pas le pilote qu'on attend forcément en Formule 1 avec des perfs prometteuses, parce que ça fait 3 ans qu'il est en F2, ça fait il a tout. Il est parmi les premiers du championnat cette année, mais moi j'aurais à titre personnel préféré voir Piastri, qui est quand même en rookie, qui est leader du championnat, qui à mon avis performe au-delà de ce que fait Zhou, par exemple. Bon, après, on est content d'avoir un Chinois en Formule 1, c'est la première fois. Je suis pas sûr qu'Alfa Romeo avec Bottas et Zhou soit l'équipage, l'écurie qui fera la surprise en 2022. Mais encore faut-il voir les voitures, les monoplaces sortir l'année prochaine. Après, il a sa chance, tant mieux pour lui. Et puis Piastri sera pilote de réserve, troisième pilote chez Alpine. Ça, c'est bon à savoir, sachant que peut-être que Alonso fera peut-être pas forcément beaucoup d'années encore. Peut-être qu'il partira à la fin de saison prochaine et ça libérerait la place à Piastri pour 2023. Bon, c'était à mon avis important de le signaler et ça peut être aussi une surprise. On attendait beaucoup de Tsunoda cette année, il déçoit quand même beaucoup, hein, faut dire ce qui est. AlphaTauri, il serait sûrement pas au niveau où elle est avec Alpine si Tsunoda avait marqué un peu plus que ses 20 points comparé aux 92 de Gasly. Mais à côté de ça, on attend de voir ce que Zhou va faire à côté de Bottas. Justement, on parle d'Oscar Piastri, c'est vrai que le désavantage qu'il a, c'est qu'il est chez Alpine. Voilà, donc forcément, les deux baquets sont pris. En revanche,
il est quand même pilote de réserve, donc c'est cool. Parce que du coup, bah, si jamais il y a quoi que ce soit, évidemment on souhaite pas de malheur à qui que ce soit, mais au moins il pourra faire des roulages en essai. Donc ça, au pire, c'est quand même bénéf. Et parce que c'est vrai que là, justement, il reste 2 courses, c'est les mêmes que pour la F1. Il paraît en très bonne posture pour avoir le titre. Alors évidemment, s'il a pas de baquet et qu'il a le titre, ouf. Donc voilà, c'est vrai que c'est la petite aparté aussi Oscar Piastri. Mais toi, Adeline, brièvement, tu vois comment ça pourrait se profiler l'année prochaine? Parce que... Bah, pour l'année prochaine, pour Piastri, déjà qu'il est en tant que pilote de réserve, ça lui fait un pied dedans chez Alpine directement. Parce que bon, Zhou est aussi pilote Alpine, il ne faut pas l'oublier. Donc ça se trouve que bon, Piastri a plus ses chances de se faufiler directement dans la filière Alpine en F1. Après, pour Zhou, franchement, j'aurais pas misé dessus. Hein, parce qu'il a été vétéran F3, vétéran F2. Il arrive avec ses grosses valises. Je pense que Alfa Romeo l'a pris juste pour le monnaie. Hein. Après, ils en ont besoin. Hein. Ils ont vis-à-vis de l'année dernière, ils ont beaucoup souffert et bon, bah, ça peut se comprendre. Ils ont besoin d'argent. Ça peut se comprendre. Mais espérons que ça se Ce qui est important de signaler aussi, c'est que Zhou a rompu son contrat avec Alpine. Hein. Il part chez Alfa Romeo, il n'est plus du tout en lien avec Alpine pour 2022. Au 31 décembre, il n'a plus rien à voir avec Alpine. Et ce qui est important quand même aussi pour Piastri, c'est que les règles changent l'année prochaine. On aura beaucoup plus de roulage pour les jeunes pilotes. C'est la volonté de la FIA, c'était pour 2022, d'avoir beaucoup plus de roulage sur les essais prévus. Alors, il n'y a pas encore je crois pas avoir vu passer de détails sur les modalités, mais il y aura beaucoup plus de roulage de prévu pour des essais libres et des essais entre courses pour les jeunes pilotes. Et je crois que la venue de Piastri chez Alpine ne sera pas négligeable. Clairement. Bon. Et juste un truc que je sais pas parce que j'ai pas regardé. Zhou, il a signé pour 1 an ou 2? C'est pour un an, ouais, c'est juste l'année prochaine. Ouais. C'est pour ça que ça laisse... Le fait d'avoir rompu son contrat avec Alpine, ça peut lui porter préjudice aussi. Parce que, comment ça s'appelle, Théo Pourchaire va rentrer sur un programme F1 et j'ai bien peur que Zhou il va sauter l'année prochaine s'il ne nous présente pas des performances. Sachant que Vasseur a demandé à Pourchaire d'être champion F2 l'année prochaine. Et là aussi, il ne faudra pas qu'il se loupe parce que s'il nous le fait façon Zhou ou Schwartzmann, parce que Schwartzmann n'est pas non plus parmi les... C'est un peu l'espoir qui a du mal à confirmer. Et aujourd'hui, Ferrari a beaucoup de pilotes qui ont du mal à performer sur la durée. Et du coup, ils se retrouvent mis de côté au profit d'un autre qui va percer un peu plus. D'ailleurs, on n'a pas souligné aujourd'hui la belle performance encore de Mick Schumacher, qui finit à un tour, je crois, mais qui finit un tour devant Mazepin. Bon, c'est comme souvent, mais on en parle peu parce qu'ils sont quand même un peu au fond du classement. Mais Mick Schumacher fait des belles courses quand même. Hein, il faut pas l'oublier dans les futurs pilotes possibles, y compris chez Alfa Romeo aussi. Ça reste Alfa Romeo encore une fois, parce qu'on a quand même un sentiment que l'équipe pourrait bien être vendue à l'avenir. Mais bon, c'est un pied aussi. Il reste chez Ferrari et avec un gros pied chez Ferrari quand même. Tu vois, beaucoup plus que Schwartzmann, Ilott et beaucoup d'autres, Giovinazzi notamment. Bien sûr. Mais en tout cas, l'année prochaine sera décisive pour pas mal de pilotes parce qu'il y a beaucoup de contrats qui vont arriver à échéance. Et bon, évidemment, il y en a qui peuvent sur des courses faire suffisamment d'éclat pour directement faire re-signer la moitié de saison et être tranquille. Mais évidemment, on verrait pas Max Verstappen se faire envoyer bouler de Red Bull, quoi. Là, typiquement, voilà. Et donc, surtout s'il continue à alimenter le moulin. Donc voilà, c'est quand même quelque chose où on aura l'occasion de reparler. Donc je relance l'invitation évidemment à toi Fabrice et à ceux qui nous regardent.
On aura un after the season et certainement un before aussi pour l'année prochaine, mais pour cette année, on aura un after the season qui se déroulera logiquement, si tout se passe bien, avant la fin d'année. Voilà. Évidemment, après la dernière course. Ça tombe sous le sens. Donc, on aura l'occasion de se retrouver pour reparler de tout ça, certainement avant les fêtes de Noël. Voilà. Donc, je m'avance pas trop, mais ça risque de se passer comme ça. En bref, le classement de la course, parce que ça c'est important aussi. Donc, on a Lewis Hamilton qui finit devant Max Verstappen, ça je vous l'apprends pas. Sergio Perez qui finit derrière Fernando Alonso. Et derrière, on a Esteban Ocon, Lance Stroll, Carlos Sainz, Charles Leclerc, Lando Norris et Sébastien Vettel. Et ça réalise notre top 10. Alors évidemment, derrière, au niveau des championnats pilotes, ça change la donne aussi. Parce que là, Verstappen, lui, il a repris le point du meilleur tour. D'ailleurs, il a établi, par la même occasion, le record du tour sur cette piste, donc le Qatar. Là, on a un avantage encore un petit peu pour Verstappen, mais s'il y a 2 victoires pour Lewis, c'est fini. Donc, ça va être à surveiller de très près. Évidemment, derrière, les pilotes Ferrari ils risquent de passer devant Lando au classement pilote, parce que plus ça va et plus Ferrari est assez régulier. Pierre derrière souffre un petit peu de ce qui s'est passé aujourd'hui. Fernando, lui, il récupère du coup par la même occasion. Et derrière, au championnat constructeur, là, c'est pareil, c'est la guerre. Donc, on a 5 points. Ouais, ça c'est dingue. 5 points et 2 GP. Ouais. c'est juste fou. Par contre, Ferrari derrière semble un peu à l'abri maintenant vis-à-vis de McLaren. Alpine semble aussi distancer un peu AlphaTauri. Et après derrière, malheureusement, c'est beaucoup plus compliqué de rechanger de place. Donc voilà, on a quand même un très très belle fin de championnat. On n'aurait pas pensé ça au début, y compris aussi au maintien du nombre de courses, parce que mine de rien, leur calendrier était bien fourni. Évidemment, il y a eu quelques petites modifs. Oh, 3 fois rien, hein, ils sont allés à 2 endroits qui n'étaient pas prévus, mais voilà, c'est toujours assez marrant. En tout cas, est-ce que vous auriez une petite note à me donner pour ce Grand Prix, parce que mine de rien on a beaucoup parlé de Fernando Alonso, mais ce tracé qui était sympa, on peut lui donner quoi comme note? Adeline, en première, je te laisse la parole. Je mettrais un 14 quand même. Okay. Parce que je pensais pas qu'il y allait avoir autant de dépassements. On les a eus. Donc un bon 14 serait mérité pour ma part. Ok. Pareil, 14 pour la course, 16 pour le tracé, sauf si les vibreurs sont en cause pour les crevaisons, évidemment. Ça, c'est à voir. Mais 16 pour le tracé. Et forcément, on est un petit peu déçus parce qu'il n'y a pas eu énormément de bagarres, finalement, à part en qualif et entre les deux leaders. Mais il y a eu beaucoup de bagarres derrière. Et ça, c'est vraiment sympa à suivre. Mais non, c'est prometteur. C'est un premier Grand Prix. C'est pas simple à organiser. Je sais pas si on aura la même chose en Arabie Saoudite parce que le circuit est encore en partie en travaux et a priori, de ce qu'on a appris aujourd'hui, il sera en chantier. Il sera prêt pour la Formule 1, mais il sera encore en chantier pendant le Grand Prix. Donc, ça va peut-être pas être, les vues aériennes vont peut-être pas être aussi sympas que ce qu'on peut voir au Qatar ou à Abu Dhabi avec les feux d'artifice. Mais bon, le principal, c'est d'avoir une course qui s'y tienne, qu'on ait un beau Grand Prix, qu'on ait un beau circuit et qu'il y ait du spectacle. S'il peut y avoir un peu de bagarre entre les deux, en espérant que ça finisse bien, ça peut être que mieux. Après, ce qu'il faut quand même voir, c'est que les 8 points qu'on a entre Verstappen et Hamilton, si on a le même résultat qu'aujourd'hui avec un meilleur tour pour Hamilton, on va se retrouver avec une égalité parfaite avant le dernier Grand Prix. Après 21 courses, on peut avoir ce scénario avec une égalité parfaite. Dans ces cas-là, c'est le nombre de victoires qui serait en avant. Pondérant. Donc, ça ferait 9 à 8, je crois, pour Verstappen. Donc, ça peut nous promettre une fin de saison topissime. Par contre, il y a aussi une balle de match pour Verstappen. Si jamais Verstappen gagnait et que Hamilton ne finisse pas mieux que 6e, je crois,
et ben, il y aurait déjà possibilité pour Verstappen d'être titré en Arabie Saoudite. Un abandon, ça peut arriver. Hein. On sait que les moteurs souffrent beaucoup, et quand on voit les perfs encore aujourd'hui des deux extraterrestres là-bas devant, ben, on sait que ça tire un peu sur les mécaniques, et ben, on ne sait pas espérer, mais on peut avoir un dénouement dès l'avant-dernier Grand Prix dans 15 jours. Parce que c'est vrai que... Ça, et la piste risque de beaucoup glisser. Et ça va nous rappeler un peu la Turquie de l'an passé. Ouais, ou Sochi aussi, un petit peu Sochi, un peu dans le même esprit que l'Azerbaïdjan aussi, Bakou. C'est un mélange un peu de plusieurs Grands Prix. Ouais, et ça risque d'être intéressant. Et encore une fois, ce sera dans l'inconnu, donc on peut avoir des surprises comme on a eu aujourd'hui avec les meilleurs résultats de la saison d'Aston Martin, le podium d'Alonso. On peut avoir des surprises, beaucoup de surprises. Et les Ferrari, on ne l'a pas signalé, mais les Ferrari finissent quasiment un tour aujourd'hui. Hein. Ils ont plutôt des bons résultats depuis quelques Grands Prix, mais c'est pas encore la performance qu'on attend de la Scuderia. 81 et 83 secondes du leader, c'est un peu loin quand même. Après, on remonte de loin. Mais bon. En tout cas, merci à vous deux pour ce soir, c'était super. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à nous faire part de vos idées pour améliorer simplement le contenu des vidéos. Nous repasserons peut-être à format de live bientôt, ça je vous en tiendrai au courant, parce que évidemment pour le moment c'est plus pratique comme ça. En tout cas, merci Fabrice, merci Adeline. Je vais vous laisser le petit mot de la fin et après je reparlerai rapidement de ce qui nous attend dans 2 semaines. Voilà. Donc vas-y Fabrice ou Adeline, comme vous voulez. Merci à toi surtout, et puis moi je vous avais déjà, pour ceux qui nous suivaient en début de saison, on avait dit déjà dès les premiers Grands Prix qu'on aurait une saison exceptionnelle. Je crois qu'on la tient, notre saison exceptionnelle, et on espère un dénouement exceptionnel. Quel que soit le vainqueur. Moi je reste objectif, j'ai pas de préférence. On veut un beau vainqueur, si ça doit être Lewis, si ça doit être Max, que le meilleur gagne, mais qu'on ait du spectacle jusqu'au bout, et qu'on ait des belles courses et des beaux Grands Prix, et que le meilleur gagne. Très clairement. Ouais. Bon, Adeline, tu veux rajouter un petit truc dessus ou pas? Mais rendez-vous dans 15 jours. Allez, donc rendez-vous. On a hâte. Rendez-vous dans 15 jours, F1 et F2. Là, ça va être beaucoup plus intéressant dans le sens où on aura double activité, en plus sur un nouveau circuit, en plus sur un circuit en chantier. Ça promet. Bref. Rendez-vous dans 2 semaines. Ciao, ciao. Ciao, ciao.